Faire l'amour, l'expression est magnifique et tout de suite il me revient à l'esprit un rap, je crois que c'est les NTM avec Joe Star et Cool Chain, avec cette phrase que l'on dit souvent, je ne baise pas, je fais l'amour. Cette distinction que l'on fait souvent, que vous avez peut-être faite également vous-même en parlant de votre propre sexualité. Et la question très simple, s'il y a une distinction conceptuelle, c'est qu'est-ce que ça veut dire baiser et faire l'amour? Quelle différence on pourrait trouver dans ces deux actes? Et naïvement, si je vous pose la question, vous avez, à mon avis, une réponse toute faite. Dans l'acte de baiser, qui vient quand même d'un très beau mot, s'embrasser, donner un baiser, cette proximité-là, donc ce n'est pas un gros mot en soi, c'est devenu un gros mot après. Dans l'acte de baiser, il y a l'idée qui explique à elle seule la crise de la sexualité aujourd'hui, où je pense que tout le monde baise et peu de gens font l'amour ou trouvent finalement du sens à faire autre chose que cet acte. Baiser, qu'est-ce que c'est? Baiser spontanément, si on pose la question, c'est un acte de consommation de l'autre, voire de masturbation en passant par le corps de l'autre, en utilisant le corps de l'autre. Baiser, c'est finalement utiliser l'autre comme une chose, un instrument pour son plaisir. Et attention, je ne mets aucun qualificatif moral là-dedans. Je ne vais pas vous dire c'est bien ou c'est mal. Je ne suis pas un curé de la sexualité, je ne suis pas un moraliste. Simplement, c'est ce qu'on distingue naturellement dans ces deux verbes. Baiser, avoir une approche consumériste de l'autre. Et véritablement, je pense que la crise d'aujourd'hui, au niveau de la sexualité, c'est une crise où l'on a perdu l'idée que ça pouvait être autre chose. Cette idée-là, notamment pour la jeunesse qui fait ses débuts dans l'éducation sexuelle à travers la pornographie, pour la plupart, à travers ce que les autres en disent, et vous savez bien que entre 15 et 25 ans, ce que l'on dit est aussi beaucoup fantasmé, beaucoup imaginé, beaucoup de rumeurs, beaucoup de préjugés circulent à cet endroit. Eh bien, finalement, on ne voit pas ce en quoi pourrait consister l'acte de faire l'amour. Et c'est ce que je vous propose de penser maintenant, que vous puissiez sortir de cette chapelle ardente en réfléchissant et en pouvant comprendre la distinction entre baiser et faire l'amour. Après, les jugements de morale et les jugements de il faut, il ne faut pas, vous les gardez avec votre sensibilité, votre pudeur et votre façon de faire. Alors, d'abord, il faut prendre conscience que dans la philosophie, la sexualité a été abordée très longuement, depuis Aristote jusqu'à Charles Fourier, qui est vraiment le philosophe de toutes les combinaisons amoureuses. C'est celui qui va, au XIXe siècle, essayer de dresser la liste des partouzes, alors 2 à 2, 3 à 2, un homme avec 4 femmes, 4 hommes avec une femme. Lisez Charles Fourier, c'est torride, et à côté de Charles Fourier, les films X californiens sont absolument fades. C'est un philosophe qui, pendant des livres entiers, va expliquer les meilleures combinaisons avec l'objectif clairement défini de mettre du sens dans l'acte charnel. Et vous savez, cet objectif de mettre du sens dans l'acte charnel, c'est l'objectif même de la civilisation, de la culture. Dans tout ce qui est besoin vital, nous sommes non pas des bêtes, mais des êtres humains. Nous avons besoin d'esthéciser et je dirais d'érotiser les choses vitales. Prenons par exemple la bouffe. Il y a bouffer et il y a manger. Déguster, savourer. C'est un besoin vital que de se nourrir. On peut le faire de façon complètement, je dirais, animale, et voire abjecte en général, c'est-à-dire qu'on se rue sur la bouffe et on prend des bonnes plâtrées et on remplit son ventre et on est calé, on est rassasié, on est satisfait. Je ne dis pas que ça flirte avec l'orgasme, mais parfois ça peut en être. Mais on peut aussi érotiser l'acte nécessaire de manger, y mettre un rituel qui va intensifier chaque bouchée, qui va intensifier la présence de ceux qui partagent ma table, de ceux qui partagent ce moment de convivialité. Transformer un acte bestial nécessaire à la vie en acte de culture, en acte d'échange, en acte d'élégance, en acte quasiment érotique, eh bien c'est ça véritablement la culture. Et c'est bizarre parce que notre société accepte qu'il faille, lors des repas, avoir une certaine tenue, une certaine élégance, une certaine conscience de ce qu'on est en train de faire, de manger, de la délicatesse des mets. Et ça nécessite une longue éducation qui commence à l'école, qui commence en famille. Eh bien, on accepte ça, mais alors dans l'acte érotique, il n'y a rien. La culture de l'érotisme s'est perdue au fil du temps. Plus personne ne lit Charles Fourier, plus personne n'est finalement dans la tradition zoroastrienne qui consistait à faire de l'acte amoureux le summum de l'érotisme, une sorte de point culminant et brûlant de l'expérience érotique avec l'autre. Aujourd'hui, nous sommes dans l'empire de la baise. Osons, vous pouvez le tweeter, c'est possible, mais nous sommes dans l'empire de la consommation.
Et je dirais même, lorsque nous redécouvrons la magie de l'acte amoureux, je fais attention au temps, la magie de l'acte amoureux, c'est en général non pas avec notre dulciné, avec notre copain, c'est en général dans des situations un peu festives, extrêmes, où il y a de l'effervescence, où il y a de la drague, de la séduction, du non-dit, quelque chose de ne pas donner d'avance, quelque chose qui fait qu'on va devenir un peu créateur de ce qui va se passer entre deux corps. Et je pense qu'avec cette notion de création, construction à deux, on peut passer de baiser à l'acte de faire l'amour. Le français, on parlait de fête et on parlait de fête de la musique. Fête de la musique, faites-la la musique. Eh bien, faire l'amour, nous avons ce même verbe, construire l'amour. Et regardez comment c'est absolument tabou. Parce que pendant des années, je dirais depuis les années 70, toute la société bourgeoise, conformiste, anti-amour, anti-érotique, anti-ivresse, anti-frénésie, anti-corps, toute cette société-là a voulu nous faire croire qu'il y avait une distinction très nette entre l'acte de faire l'amour et l'acte de tomber amoureux. Et finalement, dans beaucoup de films, beaucoup de séries, beaucoup de magazines féminins, on nous explique que coucher, c'est coucher, mais tomber amoureux, c'est autre chose. Ça engage plutôt l'encouplement nécessaire avec l'autre, ça engage plutôt des liens de privilèges, etc. Et si c'était faux ? Et si c'était juste de la grosse foutaise ? Et si le fait de faire l'amour, pas baiser, si le fait de mélanger des présences, d'érotiser une relation, de faire en sorte que oui, c'est bon, je peux te prendre tout de suite, alors avec les 2-3 positions que j'ai apprises dans les films pornographiques, mais je peux aussi faire en sorte, de toute façon on va faire l'amour là, on est chaud là, mais si on faisait en sorte d'en jouer de ça, comme la bouffe, pareil, ou plutôt de manger un hamburger avec de la sauce ketchup qui passe partout, on ne sait même plus ce qu'on mange, un truc sucré. Et si on en faisait quelque chose de ce désir qui nous habite, de ce fait qu'on a 1 heure devant nous, 15 minutes si c'est rapide, ou si on a 2 heures devant nous, et si on en faisait quelque chose de plus qu'un acte de consommation, je vais mieux, etc. Depuis les années 70, on veut nous faire croire que faire l'amour ne fait pas l'amour, ne construit pas l'amour. Faire l'amour, c'est une chose très simple, et ça permet finalement à une société de justifier le fait qu'on puisse avoir des amants, des maîtresses, qu'on puisse se cocufier les uns les autres dans une grande allégresse en disant « Chérie, c'était juste sexuel, ne t'inquiète pas, ça n'engage pas mon cœur, ça engage mon corps, mais mon cœur et mon corps sont séparés, ne t'inquiète pas, c'était juste... » Ça permet ce discours de mensonge d'inauthenticité dans la relation humaine. Vous comprenez l'utilité de faire croire que faire l'amour n'est pas faire l'amour. Ça permet de donner une liberté sexuelle à son corps en disant « ça n'engage pas ma tête et mon cœur ». Faux. Totalement faux. Une tradition de 2000 ans de philosophie nous montre que c'est pas comme ça que ça marche. Et c'est pour ça que nous sommes jaloux. Nous sommes jaloux parce que même si l'autre dit c'est seulement sexuel, nous savons très bien que ce n'est pas que sexuel. Ou alors c'était un mauvais coup. C'était que sexuel, s'il y a one shot, bon ok, on lui laisse une deuxième possibilité, c'est nul, ok, ciao. C'était bien, on a baisé, c'était bien, mais franchement, moi je préfère faire l'amour. Et je suis amoureuse, ça tombe bien. Mais s'il se passe de la magie, s'il se passe cet échange entre deux où on se mélange vraiment, alors ça devient très compliqué dans un système qui veut mettre l'amour en couple, dans un système qui veut que dès qu'on s'aime, on doit former une sorte de pacte plus ou moins tacite, plus ou moins explicite, qui fait que maintenant tu m'appartiens, je t'appartiens, fais gaffe, j'ai un droit de regard sur tes parties génitales. T'as le droit de rire avec quelqu'un, je tolère, et encore. T'as le droit de te faire masser les épaules, je tolère, et encore. Mais t'as pas le droit d'engager tes parties génitales avec quelqu'un d'autre que moi. Vous avez vu cet infantilisme ? En quoi les parties génitales de l'autre vous regardent ? C'est pas un enfant, c'est un être adulte, libre. On est dans cette dégénérescence des relations humaines. Alors nous allons reconstruire. Nous allons ensemble reconstruire ce que pourrait être l'acte de faire l'amour. J'espère vous inspirer pour ce soir. Ce soir, attendez ce soir s'il vous plaît, parce que Solidaise n'est pas... Alors, ça commence en 74, en philosophie moderne. Annie Leclerc, une philosophe que j'adore, que personne ne connaît mais qui est géniale, dans Paroles de femme, en 74, elle explique une chose très intéressante. Elle montre que la sexualité telle qu'elle est montrée dans les films porno, vantée dans les magazines ou par les sexologues, elle démontre que la sexualité vantée partout, celle dont on s'abreuve, est une sexualité pour les hommes et pas pour les femmes. Une sexualité pour les hommes, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie, nous dit Annie Leclerc, que tout est centré sur le coït. Qu'est-ce que le coït ? Un sexe d'homme rentre dans un sexe de femme. C'est ça. Et tout est centré là-dessus. L'obsession, et d'ailleurs, franchement, quand on voit les films pornographiques, aujourd'hui, je parle vraiment de ceux qui sont en streaming et en continu, c'est l'obsession du coït. On voit même plus les visages, on voit même plus l'occasion d'une rencontre, l'occasion d'une séduction, c'est très rapide. On voit tout de suite ce qui intéresse les hommes, selon Annie Leclerc, le coït. Ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort, ça éjacule. Voilà. Et c'est une répétition de ce scénario-là.
Et donc elle nous dit, mais ce qu'on oublie, parce que c'est important, parce que baiser c'est un peu une concentration de l'acte amoureux sur le coït. Et faire l'amour c'est peut-être plus compliqué que le simple coït. Le coït venant, dans l'affaire, je vous rassure messieurs, il y a coït, on en a, mais il y a peut-être autre chose. Et ce que dit Annie Leclerc, ce que propose Annie Leclerc, c'est de réhabiliter d'autres dimensions de l'être humain dans l'acte de faire l'amour. Quelle est à votre avis la dimension numéro 1, avant même le coït? Qu'est-ce qui se passe quand on fait l'amour? Quel est le verbe qu'on pourrait dire? Pas forniquer, pas baiser, mais un verbe autre que tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez pas? Ça montre notre degré de dégénérescence collective. On se quoi, hein? On se touche, merci. On se touche, à moins que vous ayez trouvé une technique de faire l'amour sans se toucher par les technologies virtuelles, je ne sais pas, mais en général c'est peu satisfaisant. Et on se sent un peu nul, on se dit j'ai même pas baisé. Au moins quand on baisait on se touchait, mais là j'ai même pas baisé, je me suis masturbé devant un écran Skype avec l'autre en face, voilà bon. Donc, on voit la gradation. On se touche. Et je dirais même, dès qu'on se touche, on fait l'amour. Waouh, là, ça va joindre. Je viens de faire l'amour à Sébastien Follin, je lui ai serré la main. Jacques Lang aussi. Faites gaffe que je vous touche pas. On se touche. Rappelez-vous des films comme Wall-E, où les humains ont perdu le sens du toucher, que le robot découvre le sens du toucher, cette magie qui permet un échange. On se touche. Est-ce que vous pouvez un jour, avant le coït, avant de faire l'amour, prendre votre main, avoir conscience de ce qui se passe dans votre main, toucher l'autre et dire mais finalement c'est bon, c'est moelleux, c'est doux, ça m'engage. Qu'est-ce qui m'engage? On regarde l'autre, on touche l'autre. Alors Annie Leclerc dit le toucher, elle dit le voir, elle dit le sentir, elle dit le parler. Bon Dieu, mais on avait oublié cette dimension d'en faire l'amour. Bon, on parle comme des films porno, 2-3 mots salaces parce que ça excite, etc. Mais on peut enivrer quelqu'un dans l'acte de faire l'amour. Pourquoi on devrait couper sa parole ou stéréotyper sa parole? On sait bien que dans la séduction, la parole est centrale. C'est parce que l'autre nous montre son grain de folie, son ivresse dans le verbe, que d'un coup la tête nous tourne avec peut-être du champagne ou du vin ou autre chose. Mais la tête nous tourne, on est enivré, la parole enivre. Toute une tradition arabe, avec des grands livres de philosophie arabe, nous montre comment la puissance du verbe est capable de faire jouir l'autre, qu'il soit homme ou femme. Alors c'est même pas baiser, c'est même pas faire l'amour, c'est faire le verbe, c'est échanger, parler et jouir. Donc la parole est une dimension centrale dans l'acte de faire l'amour. Et c'est connaître, dit Annie Leclerc, et c'est danser. J'accélère. Deuxième philosophe que je vais convoquer, Jacques Ellul. C'est un mec un peu austère, super technique, il analyse la jeunesse et la technique. Mais il a une phrase géniale, une analyse géniale de l'acte amoureux. Il est en 84, c'est intéressant en 84 en France, ce qui se passe avec Canal+, avec les films porno qu'on regarde, avec la passoire parce que ça tremble de partout, on se fait mal aux yeux, etc. C'est très intéressant parce qu'en 84, il dit en fait, nous sommes arrivés au point de la consommation de l'acte sexuel. Il a cette phrase, il dit finalement, le sexe, c'est un spectacle parmi 100. C'est un spectacle comme un autre qui abreuve ce que les hommes ont besoin d'avoir, c'est-à-dire les yeux, le regard, le spectacle. Et puis, il dit ça, finalement, chacun tire son coup pour soi sans se soucier de l'autre. Regardez cette phrase. Tirer son coup, alors c'est génial, parce que là, on est dans l'acte de consommation pure. C'est même pas je fais un truc avec toi, baiser encore, bon, il faut être deux pour... Mais là, c'est je tire mon coup. Je tire mon coup. Je te prends, je tire mon coup, je suis bien, j'ai bouffé mon hamburger, et ciao. Et donc, chacun tire son coup pour soi, il insiste, sans se soucier de l'autre. Alors non, évidemment, il y a une résistance à mener. On peut être des rebelles dans la politique, on peut être des résistants, on peut inventer une société nouvelle, on peut utiliser l'art, le rap, la magie du slam, on peut utiliser le verbe pour changer le monde, mais ça peut aussi commencer dans la chambre à coucher ou ailleurs. Ça peut aussi commencer dans la relation humaine. Notre philosophe, c'est un poète qui va nous guider dans cette renaissance de l'acte de faire l'amour, c'est D.H. Lawrence. D.H. Lawrence, c'est un philosophe, poète britannique du siècle dernier. Regardez ce qu'il nous dit. Bilan du siècle dernier de cette bourgeoisie montante qui avait horreur de faire l'amour, parce que vous savez, ça fout le bordel dans les héritages. Parce que si jamais on fait bien l'amour et qu'on tombe amoureux, on se marie plus avec la bonne personne, c'est le bordel. Donc il faut absolument qu'on baise qui on veut, mais que l'héritage, c'est-à-dire le mariage, c'est-à-dire mes biens qui vont se perpétuer, aillent avec la bonne personne. Et D.H. Lawrence arrive comme un poète, un homme absolument rebelle là-dedans. Il dit « La sexualité est un état de grâce ». Aujourd'hui, nous n'avons pas de sexualité, dit-il, uniquement des excitations cérébrales. C'est avant les films pornographiques, déjà, un siècle avant. À force d'être si cérébraux, nous ne supportons plus de toucher et d'être touchés. Si nous avons la sexualité à l'esprit, obsédé par le sexe, nous ne saurions l'avoir dans le corps. Actuellement, la sexualité préoccupe l'intellect. Et avec notre corps, nous ne savons que forniquer mentalement. Extraordinaire passage.
Plus on galvaude la sexualité, plus elle devient sale. Plus la sexualité est une denrée de consommation, plus c'est crade. Ouais, c'est ça qu'il dit. La sexualité n'est pas une chose avec laquelle on joue, c'est un jeu, le jeu des adultes. Mais ce n'est pas un jeu avec lequel il faut jouer et dénigrer. La sexualité, c'est vous-même. Elle est le flux de votre vie, votre moi en mouvement. Il faut un brin de débauche, bien sûr, c'est un peu un grain de folie, un brin de débauche. C'est coquin, c'est cochon, il y en a qui diraient, c'est vicieux, il y a des choses, les lignes bougent dans l'acte sexuel. Il faut un brin de débauche en toute vie pour lui garder santé et salubrité. Et phrase de ce philosophe extraordinaire, même la sodomie peut être saine et salubre, pourvu que s'échange un sentiment authentique. Extraordinaire. Tu dois connaître ta sexualité. Tu dois connaître, donc l'apprendre, donc être neuf dans ta façon de voir ta propre sexualité. Tu dois connaître ta sexualité pour la sauver. Sauver ton moi le plus profond du viol de l'intellect. Extraordinaire, dit H. Lawrence, qui renvoie avec cette idée de connaissance de la sexualité, qui renvoie à toute une tradition de l'érotisme, dans les livres, le libertinage. Je parlais des Arabes, je parle de Ahmad ibn Sulayman, au XVIe siècle, qui écrit le bréviaire arabe de l'amour. On parlait de sodomie, excusez-moi, ouvrons la page de la sodomie. Il analyse 16 façons de sodomie, c'est une sorte de Kama Sutra arabe. Et il donne des noms, des petits noms, je vous l'ai dit, c'est trop rigolo. Alors il y a l'œuf couvé, je ne sais pas à quoi ça correspond, imaginez. Le turc, l'escamoté, la bottine, la semoule enflée, le glougloutant, l'eau ardente, le passage étroit, on comprend mieux, le batteur, le spiralé et la tunique dégrafée. Voilà, imaginez. Vous avez vu la créativité, juste pour une sodomie, la créativité. Il va plus loin, Ibn Sulayman, il va plus loin, il raconte le meilleur régime pour arriver à une excitation maximale. Qu'est-ce qu'il faut manger pour que ça soit l'immense kiff lorsqu'on fait l'amour? Alors il faut un régime alimentaire à base d'oignons, excitant pour lui, de noix de coco, de safran, de radis, de pois chiches et de céleri. Au moins on sait de quoi le Viagra est fait. Voilà, vous n'avez pas perdu votre temps. L'érotisme, pour Sulayman, ça se cultive, c'est pas donné d'avance, c'est pas parce qu'on a un sexe d'homme, un sexe de femme et des envies et des pulsions qu'il n'y a pas une culture à avoir. Faire l'amour, c'est quoi? C'est un acte de s'abandonner à l'autre, d'échanger un sentiment authentique et à la rigueur, je dirais, la pratique que vous avez, peu importe la performance. Peu importe si je bande ou je débande ou je fais autre chose, peu importe, ce qui compte, c'est l'échange d'un sentiment authentique, profond dans la relation humaine. Alors évidemment, ça nous renvoie, et je vais finir par lui, à un immense philosophe, poète, le poète du vin, poète du milieu arabe, persan, iranien, du vin, Omar Khayyam. Omar Khayyam, dans ses Roubayat, nous dit cette chose-là, fais la fête. C'est ça l'injonction. Le but de faire l'amour, c'est de faire la fête. C'est la même chose. Ne laisse pas en vent s'envoler ta vie. Fais la fête. C'est intéressant. On pourrait croire que la fête, c'est justement le futile. Il montre que c'est l'essentiel de la vie humaine. Attention, il ne parle pas de n'importe quelle fête. Il parle de la fête des sens, de la fête de l'affection, de la fête de l'émotion échangée. Et lorsqu'il parle du vin, Omar Khayyam, c'est le vin. C'est le philosophe du vin. D'ailleurs, tous les Arabes qui se mettent à boire et qui font des digressions avec l'islam se recommandent en général de cette tradition perdue. Mais attention, c'est pas le vin, on va se saouler la gueule, se torcher la gueule et être bien. C'est le vin, c'est un verre de vin. C'est le vin pour avoir l'ivresse de vie. C'est le vin spirituel, on n'est même pas obligé de boire un Bourgogne ou un Bordeaux. Le vin, c'est cette qualité d'ivresse où le tremblé de la vie fait qu'on peut rencontrer l'autre en ayant enlevé son armure émotionnelle. Sébastien, j'en ai pour une seconde. Tout homme, écoutez bien ce que dit Omar Khayyam, tout homme dont le nom a été inscrit sur le livre de l'affection, le but de la vie, être dans l'affection, et libéré de l'enfer, n'a plus besoin de paradis. Sur terre, 3 choses dont c'est la vérité nous avons besoin. 3 choses sur terre. Le vin, donc, il nous dit le verre de vin, c'est-à-dire la possibilité d'une ivresse, au moins une ivresse par jour. Nietzsche disait, considère une journée où tu n'as pas dansé, c'est pareil que le vin, la danse, une journée où tu n'as pas dansé comme une journée de perdu pour toi. Cette danse intérieure qui fait que dans l'acte de faire l'amour, il y a l'acte de danser ensemble. 3 choses, j'ai dit, je vous en ai promis 3, je vous en donne 3. Le verre de vin, l'ivresse, ou en quoi consistent vos ivresses quotidiennes. Deuxième chose, la jolie, sous-entendu la jolie femme, le partenaire amoureux, comme une tulipe, belle comme une tulipe. Alors pourquoi une tulipe? Normalement c'est la rose dans toute la tradition. On dit qu'une femme est belle comme une rose. Pourquoi il dit une tulipe? Parce que la tulipe, on ne peut pas la comparer à la rose. Donc si vous dites à votre chérie, alors que tout le monde se compare à la rose et que la femme c'est la rose, toi tu es une tulipe, elle ne peut plus être jalouse.
Elle peut plus se comparer aux roses, il est malin comme tout celui-là. Il dit, mais, ok, j'ai des roses, c'est vrai, mais ça c'est des roses, ça se compare. Toi, t'es ma tulipe. Et donc, ce qu'il veut, c'est pas un partenaire lambda, c'est un partenaire avec une histoire ensemble. Une histoire qui peut d'ailleurs être une histoire purement sexuelle, donc purement amoureuse. Et la troisième chose, les soupirs du matin, nous dit-il. Le but de faire l'amour, c'est pas de se décharger. D'ailleurs, le sport des hommes pour bien faire l'amour, je vous le dis, messieurs, vous le savez, j'ai pas de leçon à vous donner, c'est de se retenir, en tout cas à votre âge. Après, c'est d'essayer d'y aller. Bon, mais vous en êtes pas là. Le but du jeu de l'érotisme masculin, c'est la rétention. Je dois attendre la femme. Rappelez-vous la chanson de Gainsbourg. Je viens. Non, et maintenant viens, c'est bon, c'est la fin de la chanson. Mais pendant toute la chanson, le mec, il doit se retenir. Les soupirs du matin, voilà le but de faire l'amour. Dormir ensemble, mélanger la magie de deux corps ensemble enlacés dans les rêves, emportés sur les rails des rêves. Et les soupirs du matin, l'amour du matin, la vie qui renaît à travers cette expérience unique au monde, qui renvoie au hieros gamos sacré, cette idée d'une union sacrée, c'est-à-dire faire l'amour et partager un moment unique ensemble de sens et d'émotion. Et voilà, je finirai par ces mots de Omar Khayyam. C'est vraiment un conseil qu'il nous donne pour la fin de la soirée. À vous de l'appliquer. C'est de la philosophie appliquée qu'on voit ensemble. Fais la fête, car la vie, le temps que tu te penches vers le chagrin s'envole. Bois du vin. Sois coquin. Fais du bien. Peut-être que faire l'amour, c'est d'arrêter de se prendre la tête avec faire le bien et commencer à faire le bien en faisant du bien à l'autre. Je vous remercie. Vincent Cespedes.